Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 20 août 2026 et notre cher ami Larry Johnson est avec nous. Bon retour parmi nous, Larry. Bonjour Larry. Larry, parlons. Commençons par les sanctions écrasantes qui, selon Scott Bessent, vont faire s'effondrer l'économie iranienne. Il a déclaré « Nos nouvelles sanctions entraîneront l'effondrement du régime iranien ». Et autre point, assez étrange venant de Scott Bessent aujourd'hui, il a dit que le prix du pétrole est en hausse. Il ne sait pas ce qui se passe. Voici ce qu'il a dit. C'est excellent. Une hausse des prix du pétrole aujourd'hui que je ne comprends pas vraiment. Vous savez, notre annonce porte sur l'économie et je pense que cette action économique fera baisser les prix du pétrole plus rapidement. Oui, je ne comprends pas, parce que j'ai la tête à moitié coincée dans mon cul. Que Dieu le bénisse. Enfin, vraiment, vous savez, ce type est censé être intelligent. Mais ce que personne ne comprend, c'est pourquoi le prix du pétrole n'a pas été plus élevé jusqu'à présent. Mais nous, on sait pourquoi. Là, il reconnaissait essentiellement manipuler le marché. On fait ces annonces et le prix du pétrole est censé baisser. Vraiment? C'est comme ça que ça marche. Eh bien, le prix du pétrole va continuer d'augmenter. Il y a une pénurie mondiale de diesel et elle ne va pas disparaître de sitôt. Et ce n'est pas seulement dû au fait que le détroit d'Ormuz est fermé. C'est un facteur qui y contribue, mais c'est bien plus complexe que ça. Et le fait que Bessent ne comprenne pas ça est inquiétant. Vous savez ce que j'entends de la part de gens qui connaissent bien le marché des produits dérivés. Vous savez ce qu'est le marché des produits dérivés. En gros, c'est du jeu d'argent légalisé. Voilà ce que c'est. Et ça se fait sous couvert des marchés financiers. Mais la meilleure façon de le décrire, c'est celle-ci. Vous commencez par le pari de premier niveau. Est-ce que le prix du pétrole va monter ou descendre? Moi, je parie qu'il va monter. D'accord? Ensuite, vous avez un niveau suivant qui dit « Je parie que Larry a tort ». Ça, c'est le deuxième dérivé. Puis le troisième dérivé, c'est quelqu'un qui dit « La personne qui a parié que Larry avait tort, moi, je parie qu'elle a tort ». Et là, vous avez un produit dérivé à 3 niveaux. Et ces niveaux continuent de monter, au point que l'exposition finale en dollars. Disons que ma prévision initiale, selon laquelle le pétrole allait augmenter, reposait sur un pari de 10 000 $. Mais quand on arrive au 5e ou au 6e niveau de ces produits dérivés, cela peut valoir 10 milliards de dollars. Et la réalité, c'est que le marché des produits dérivés dépasse actuellement un quadrillion de dollars, soit plus de 999 000 milliards de dollars. Un quadrillion. J'ai entendu des gens impliqués dans ce secteur, des gens compétents, qui pensent sincèrement que le marché des produits dérivés va imploser. Et ce sera une implosion plus grave que celle de 2008. Donc, pour revenir à Scott Bessent, il s'attendait à ce que cette annonce fasse baisser le prix du pétrole. Ce n'est pas arrivé, et cela ne fera pas baisser le prix du pétrole. Parce que le pétrole n'est pas disponible en abondance. Il manque 20 millions de barils par jour. Aucun autre pays ne peut compenser cela. Oui, la question, Larry. Aujourd'hui, le journaliste de CNBC a demandé à Scott Bessent « Est-ce que la campagne économique contre l'Iran inclut la Chine ?» Et il a répondu que certaines discussions sont mieux menées en privé. Il a dit que la Chine reçoit 50% de son pétrole d'Asie occidentale, du Golfe Persique. Mais, il y a quelques instants, nous avons appris que le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré ne pas reconnaître les sanctions américaines contre l'Iran. Et la Chine ne se conformera pas à la campagne de guerre économique lancée cette semaine par les États-Unis, par Donald Trump.
Et je pense que ce sera l'un des sujets les plus importants lors de la rencontre que Donald Trump aura la semaine prochaine avec Xi Jinping. Oui. Je vais vous donner un exemple. Vous avez des voisins? Oui, j'en ai. Vos voisins ont des enfants? Oui, ils en ont. D'accord. C'est une chose de dire à votre fils, tu fais ça, sinon je te coupe ton argent de poche, parce que vous avez un moyen de pression financier sur lui. Mais vous ne pouvez pas aller voir l'enfant de votre voisin et lui dire, tu fais ce que je te dis, sinon je te coupe ton argent de poche. Il va vous regarder et dire, c'est qui cet Iranien dingue d'à côté? Who's that crazy Iranian next door? Yeah, you can't tell us what to do. Well, that's Vous ne pouvez pas nous dire quoi faire. Eh bien, c'est essentiellement ce que les États-Unis continuent de croire, que l'Iran serait en quelque sorte un vassal, qu'il doit traiter en dollars américains, qu'il doit répondre à ce que disent les États-Unis. C'était peut-être le cas il y a un an, mais plus maintenant. L'Iran s'est complètement affranchi du dollar américain et il est désormais aligné sur la Chine et la Russie. Il traitait en monnaie chinoise et il a son argent dans des banques chinoises. Donc ces sanctions de fin du monde dont parle Besant, elles sont stupides. Le seul pays que cela pourrait éventuellement toucher dans la sphère d'influence iranienne, c'est le Pakistan. Mais là encore, pour le Pakistan, ce sera son propre choix. Va-t-il s'aligner sur les États-Unis ou sur la Chine? Mon pari, c'est qu'il s'alignera sur la Chine, parce que la Chine est désormais une puissance industrielle plus importante. Et le Pakistan voit bien que la Chine représente l'avenir, pas les États-Unis. Ce n'est pas nouveau chez Donald Trump. Il a fait la même chose pendant son premier mandat. Vous vous souvenez du retrait de l'accord sur le nucléaire iranien et des énormes sanctions imposées à l'Iran. En gros, il a fait ça à mi-mandat, lors de son premier mandat. Et maintenant, durant son second mandat, c'est la même chose. Se retirer du protocole d'accord et recommencer. D'énormes sanctions. Je vais faire ça. Oui. Il n'a rien appris, ça, c'est sûr. Cette fois, la situation est différente. Je ne sais pas s'il mesure pleinement ce qui se passe en ce moment. Eh bien, réfléchissez à ce qu'il a dit hier soir au sujet de l'Iran. L'Iran est donc vaincu. Vous avez anéanti l'armée iranienne. Vous avez anéanti son armée de l'air. Vous avez anéanti sa marine. Vous avez détruit son système de missiles. Il ne lui reste plus rien sur le plan nucléaire. Donc il faudrait imposer davantage de sanctions. Je croyais que vous les aviez vaincus. Pourquoi avez-vous besoin de sanctions supplémentaires? Les sanctions impliquent qu'il faut punir un pays pour le contraindre à faire ce que vous voulez. Donc selon le récit de Trump, nous avons déjà anéanti toute capacité de l'Iran à résister. Et puis ils ont ce blocus de fer, vous savez, ce mur d'acier, ce blocus. Rien n'entre ni ne sort. D'accord, je comprends. C'est le cas. Pourquoi même appeler à de nouvelles sanctions? Ça n'a aucun sens. Donc, ce que ça signifie vraiment, c'est que c'est un signe de désespoir des États-Unis. Rien de ce qu'ils ont fait n'a marché. Ils n'ont aucun contrôle sur l'Iran. Et c'est une méthode désespérée en passant par la porte de derrière pour essayer d'en obtenir et de faire pression sur d'autres pays. Et comme la Chine l'a dit, allez vous faire voir. Vous n'allez pas nous dire quoi faire et nous traiterons avec l'Iran comme nous l'entendons. Pensez-vous qu'il s'inquiète de l'augmentation de la dette? À l'heure actuelle, elle s'élève à environ 40 000 milliards de dollars. Eh bien, il le devrait. Il devrait l'être, mais je ne pense pas qu'il le soit. Les investisseurs commencent à s'inquiéter parce que, vous savez, ils se battent pour éviter d'augmenter les rendements des bons du Trésor. Et franchement, aujourd'hui, le marché boursier a dit « Non, non,
on ne vous croit plus. Il y a donc des problèmes au département du Trésor en ce moment. There's problems with the Department of Treasury right now. Il semble que J.D. Vance pense, dans sa récente interview, que Scott Bessent contrôle tout. Voici ce qu'il a déclaré. Parlons un instant de l'Iran. Non, c'est laissez-moi juste. Il pense que tout est sous le contrôle de Scott Bessent. Et laissez-moi te montrer ici. La dette est trop élevée. Même si nous avons hérité de cette bombe à retardement budgétaire de l'administration Biden, nous avons bel et bien un plan pour faire croître l'économie plus vite que la dette. Et c'est le plus important. Le problème que nous avons eu sous l'administration Biden et auquel nous sommes encore un peu confrontés, c'est que la dette augmentait plus vite que le PIB américain. Voilà le problème. C'est quelque chose que nous corrigeons, assurément, chaque jour dans l'administration Trump. Mais même si les médias n'en parlent pas, je suis heureux que vous posiez cette question parce que Scott Bessent s'en occupe de très près. Il sait que c'est un problème et le président lui a donné les moyens d'agir. Yeah, ridiculous. Oui, c'est ridicule. Enfin, Bessent ne m'helps pas. It's just Bessent's not on top of it. C'est tout simplement un génie. J'avais oublié. Donald Trump est un génie. Il a dit que mon nom, c'est le Genius Act. Mais Larry, à ton avis, si l'on part du principe que ces deux guerres vont continuer, comment cela va-t-il influencer la stratégie à long terme des États-Unis pour réduire? Parce que l'une des principales préoccupations, dès le premier jour, c'était de réduire cette dette. Donald Trump a dit à plusieurs reprises, je dirais 10 fois depuis son arrivée au pouvoir, depuis son élection en janvier 2025, qu'il allait réduire la dette, Mais elle ne fait qu'augmenter. Rien ne baisse. Yeah, he's added $3 trillion in 18 Il a ajouté 3 000 milliards de dollars en 18 mois. Jamais dans l'histoire des États-Unis, la dette américaine n'a augmenté aussi vite. C'est sans précédent. Donc, vous savez, je pense que ce qui va saboter, ce qui va continuer d'empêcher les États-Unis de vraiment faire quoi que ce soit, d'entamer le moindre mouvement avec la loi, ce sera le chaos économique qui, je le crois, arrive. Quand Wall Street commencera à s'effondrer et que le prix du diesel deviendra exorbitant, les agriculteurs ne pourront plus aller dans les champs pour récolter leur culture. Les gens ne pourront plus transporter la nourriture d'un endroit à un autre. Vous allez voir des troubles généralisés aux États-Unis. C'est là-dessus que Trump va être contraint de se concentrer, franchement. That's where I think Trump's going to be forced to focus, frankly. Est-ce qu'il est conscient de la situation? Ou est-ce qu'il se dit simplement, vous savez, qu'il va continuer? Joe Biden lui a laissé la guerre en Ukraine. Il va se retrouver avec la guerre en Ukraine, en plus de la guerre en Iran, parce que c'est une décision très importante. S'il accepte la domination iranienne sur le détroit d'Ormuz, ou le nouveau mécanisme concernant le détroit d'Ormuz, tout le monde le montrera du doigt et dira que c'est Donald Trump qui a accepté ça. Je suppose qu'il ne va pas le faire parce que, vous savez, il connaît la complexité de tout ça. Il sait comment ils vont l'attaquer. C'est pour ça qu'il va laisser ça à la prochaine administration et dire « Je n'y suis pour rien. S'ils le font, c'est eux qui l'ont fait, pas moi. » Well, I don't think he'll. Eh bien, je ne pense pas qu'il... Je me demande s'il survivra à son premier mandat. Je me demande s'il sera contraint de démissionner pour des raisons de santé ou pour d'autres raisons avant la fin du mandat, juste pour mettre J.D. Vance à sa place et avoir une chance de sauver les républicains. Cela dit, à ce que je sais, dans certains milieux, il n'est pas vraiment considéré comme un sauveur.
Mais la base de Trump est assez délabrée. Il pense peut-être qu'il a une base plus solide dehors, mais ce n'est pas le cas. He may think he's got a stronger base out there, but he doesn't. Larry, que veut-il de l'Iran? Partons du principe que l'Iran accepte de négocier l'accord qu'il cherche à obtenir. Quel est exactement cet accord qu'il veut de l'Iran? Get rid of the Islamic Republic, for starters. Se débarrasser de la République islamique, pour commencer. Éliminer les gardiens de la révolution, vous savez, des choses très simples, impossibles à mettre en œuvre. Et puis, un désarmement complet. Se débarrasser de tous leurs missiles balistiques et de leurs avions de combat. C'est ce que voudraient les États-Unis. Je pense que l'Iran est en meilleure position pour obtenir ce qu'il veut. Ils ne l'ont pas encore vraiment formulé. Alors peut-être que vous avez de nouvelles informations. Maybe you've got some new insights. J'ai été stupéfait. Je ne sais pas si vous avez vu l'interview de Jake Sullivan. Il a accordé une interview à Bloomberg et on lui a posé une question sur la nouvelle. Vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit hier soir au sujet du lien que Donald Trump a établi par l'intermédiaire de Tulsi Gabbard et de son lien avec le peuple kurde au Kurdistanien, d'Islam irakien, puis de sa conversation avec le dirigeant Essayez de Sudweiss. Oui, exactement. Il me semble que cela a aussi été rapporté par Axios. Et aujourd'hui, j'ai vu l'interview de Jake Sullivan. Le journaliste de Bloomberg lui a demandé « Que pensez-vous de l'article d'Axios qui évoque la même histoire que vous nous avez racontée hier soir ?» Il a répondu « Oui, il y a des divisions en Iran. Nous essayons de trouver la bonne manière de gérer cela et d'une certaine façon de les monter les uns contre les autres. » C'est une sorte de compréhension générale au sein de l'establishment à Washington. Ils pensent littéralement pouvoir jouer un camp contre l'autre, ou qu'il existe à Téhéran des divisions suffisamment profondes pour pouvoir les opposer les uns aux autres, si j'ai bien compris. But they've done it. They've done it with the whole issue of terrorism as well. Ils ont fait la même chose avec toute la question du terrorisme. Ils voulaient présenter l'Iran comme le principal soutien du terrorisme, comme le premier responsable du terrorisme. Mais ce n'est pas le cas. Et quand on regarde les 25 dernières années, les groupes les plus actifs sont tous des groupes sunnites, financés par des Arabes du Golfe et, dans plusieurs cas, aussi par la CIA. Et puis, il faut se poser la question. L'essor de ces groupes salafistes sunnites, de ces groupes terroristes, dont la cible était souvent l'Iran, des responsables iraniens, des Iraniens, on a l'impression que c'était une stratégie délibérée des États-Unis. Du genre, on va former ces djihadistes et les lâcher contre l'Iran. On ne peut pas faire confiance aux États-Unis. Can't trust the United States. Le lien avec ces salafistes et ces wahhabites, ça a commencé en Russie, Larry, en Tchétchénie, au Daghestan, puis ça s'est étendu à toute l'Asie occidentale. Ou bien ça a commencé en Asie occidentale, avant d'aller en Russie. No, it was in West. It started in Afghanistan. Non, c'était en Asie occidentale. Ça a commencé en Afghanistan. Je veux dire, l'Afghanistan a précédé de 10 ans les guerres de Tchétchénie en Russie. Et là, vous savez, si vous aviez ces djihadistes restants, sans emploi, quel meilleur endroit pour les utiliser que de les envoyer en Russie semer le trouble. C'est ce qui s'est passé. Start trouble, which is what happened. Croit-il vraiment pouvoir relancer ce mouvement dans le cadre de cette nouvelle? Vous savez, parce que le gouvernement turc essaye, en quelque sorte, je dirais, de s'aligner sur les aspirations des populations turques partout dans la région, de la Syrie à l'Asie centrale. Ils essayent de faire un geste, en quelque sorte, vous voyez? Oui. Yeah. Well,
Eh bien, vous savez, les États-Unis ont joué sur les deux tableaux. Al-Jolani, alias Al-Shara, en est un bon exemple. Vous savez, il était question de détruire l'Iran, pas de coexister avec lui, pas de promouvoir l'unité entre musulmans. Il considérait l'Iran comme un ennemi. Et maintenant, le voilà. Et les États-Unis sont le grand Satan. Eh bien, ça ne les dérange pas de s'asseoir avec le grand Satan maintenant. Vous savez, laisse donc le grand Satan te faire un petit massage du dos, Jolani. C'est vraiment une période honteuse dans l'histoire des États-Unis. Le pays s'est permis de prendre le parti de ces gens-là. Encore une fois, c'est toujours un mariage de raison. Dès qu'ils deviennent superflus, on s'en débarrasse. Voyez-vous un scénario dans lequel Washington changerait, d'une manière ou d'une autre, sa politique en Asie occidentale? Je dirais que ces politiques préoccupent non seulement l'Iran et tous ses gouvernements d'Asie occidentale, mais aussi la Russie, dans le cas de la Tchétchénie et du Daghestan. Nous le savons. Voyez-vous un quelconque scénario dans lequel Washington changerait de politique et dirait en substance « Nous n'avons pas obtenu grand-chose de ces gens-là. » Alors, parlons avec les gouvernements, parlons avec les peuples, avec les véritables acteurs de la région, en Eurasie et en Asie occidentale. Eh bien, ça va varier d'un pays à l'autre. En Syrie, par exemple, ils vont parler à Al-Shara. C'est le canal d'accès. Et ils coordonneront ça avec les Turcs, j'en suis sûr, et probablement avec les Israéliens. Je suis sûr qu'il y a des journalistes en Turquie qui pourraient publier une histoire expliquant comment la Turquie est trahie par Israël et par les États-Unis. Mais je pense qu'ils restent largement silencieux. Donc vous allez avoir cet afflux de... Vous savez, en Tchétchénie, on a eu cet afflux de gens venus de l'extérieur pour attiser les choses. Et ils combattaient des musulmans et les tuaient. Je l'ai entendu directement du général Abtialoudinov. C'était un jeune homme qui combattait à l'époque. Donc, vous savez, les États-Unis sont les maîtres du chaos. Tout ce qu'ils peuvent faire pour promouvoir le chaos, pour provoquer le chaos, ils le font. En Russie, ils jouaient sur les deux tableaux. D'un côté, ils étaient du côté des salafistes wahhabites musulmans. De l'autre, il y avait les nationalistes blancs en Russie, qui disaient que ces gens ne faisaient pas partie des leurs, que ces gens étaient l'ennemi. Voilà. Mais ça, vous savez, encore une fois, c'est une opinion minoritaire et marginale, parce que c'est l'une des choses que la Russie fait très bien. Les Russes vivent avec les autres et les accueillent. Il y a des concitoyens qui sont musulmans. Donc, on ne rencontre pas le genre de tension qu'on voit ici, aux États-Unis, par exemple. Le ministre israélien de la Défense a déclaré aujourd'hui qu'Erdogan entraînait la Turquie dans de dangereuses aventures en Syrie. Israël ne permettra à aucune partie de menacer sa sécurité. Il vaudrait mieux qu'Erdogan continue de prononcer des discours creux et chimériques contre Israël au Parlement turc, plutôt que de mettre à l'épreuve la détermination d'Israël à se défendre. Oui, enfin, ça rejoint ce que je dis d'Erdogan. Il parle beaucoup, mais il n'agit pas beaucoup. Vous savez ce qui m'étonne tant? C'est qu'Israël pense vraiment pouvoir vaincre la Turquie ou vaincre l'Iran. C'est incroyable. Ça s'appelle l'hubris. Ils n'ont pas le sens des réalités. Ils ne savent pas bien s'évaluer eux-mêmes, ni reconnaître leurs limites, ni se demander si nous faisions cela, si d'une manière ou d'une autre nous battions la Turquie dans de grandes batailles, quelle en serait l'issue? Est-ce que les Turcs nous laisseraient tranquilles? Ou est-ce que les Pakistanais diraient « Hé, donnez-nous une arme nucléaire »
Donc je pourrais voir cette situation dégénérer. Israël fait une erreur de calcul et les Turcs de façon excessive. Israel miscalculating and Turks overreacting. Parce que nous savons que vaincre un pays, ça ne veut pas dire y aller et bombarder les gens avec des avions de chasse. Pour vaincre un pays, il faut aller sur le terrain, comme on le voit en Ukraine par exemple. Et Israël n'a pas les forces nécessaires. Un pays de cette taille, vous savez, comment s'en prendre à un pays de 85 ou 93 millions d'habitants et croire, d'une manière ou d'une autre, qu'on va le vaincre. How many are under the age of, say, 10? Combien ont moins de, disons, 10 ans? Vous avez une idée? Moins de quel âge? 10 ans. En Iran? En Iran? In Iran I don't have any idea. and in Turkey. Je n'en ai aucune idée. Et en Turquie? En Turquie, ce serait une chose à examiner, juste pour voir comment ils comptabilisent les populations. En Ukraine, aujourd'hui, je pense que ce chiffre a été terriblement faussé, tout simplement parce que tant de gens ont quitté le pays. So many people have left the country already. Je sais qu'environ 65% de la population iranienne est composée de jeunes, entre 32 et 45 ans, quelque chose comme ça, et même plus de 65%. Donc ce ne sera pas une tâche facile. Mais au final, Israël ne pense pas que ce soit à lui de mener ce combat. Tout repose sur les États-Unis pour faire cette guerre. Yeah. Well, think of it this way. Eh bien, voyez les choses comme ça. Somebody Quelqu'un qui a 35 ans, cette année, n'a aucun souvenir vécu des attentats du 11 septembre. Ou peut-être un tout petit peu, vous savez. Mais cette personne avait 10 ans. Elle était donc probablement en CM1. Peut-être qu'elle entrait en CM2. Et vous savez, on commence à prendre conscience des choses, mais pas énormément. Ces gens ont grandi à l'époque des attentats terroristes, y compris ceux de Daesh et certains d'Al-Qaïda, tout en étant constamment abreuvés de cette même propagande. Le véritable ennemi, c'est l'Iran. Le véritable ennemi, c'est l'Iran. Et je ne sais pas, l'Iran n'est pas du tout le véritable ennemi. Iran's not the real enemy at all. Larry, quelle est l'histoire de ces bombes placées au bord des routes? Chaque fois que quelqu'un aux États-Unis veut parler de l'ennemi iranien, il parle de ces bombes et dit que l'Iran a tué beaucoup de soldats américains. Et où cela s'est-il passé? They actually Et quel était le problème? En réalité, ils n'ont pas tué beaucoup de soldats américains. Je crois que le chiffre est de 700. Pour moi, beaucoup, c'est 10 000, 100 000. Ça, c'est beaucoup. 700, ce n'est pas si impressionnant, Dieu merci. not that impressive, thank God. Mais quel était le contexte de cet affrontement? Est-ce que c'était l'Iran qui attaquait directement des Américains? Ou de quoi s'agissait-il? I don't recall. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas de ce qui a déclenché tout ça. Mais vous savez, l'animosité que les États-Unis ont dirigée contre Israël, enfin, contre l'Iran, je dirais à la demande d'Israël, dure depuis 47 ans. Et diaboliser le gouvernement iranien, diaboliser le peuple iranien, la culture iranienne, et mentir aujourd'hui, vous savez, en qualifiant l'Iran de premier soutien du terrorisme, alors que ce n'est le cas selon aucune mesure objective. Which it is not by any objective measure. Pourquoi est-ce si populaire, alors si l'Iran n'est pas du tout? It's a good storyline. Hey, we're fighting the number C'est un one bon terrorist in récit. the world. Okay. Eh, on combat le terroriste numéro 1 dans le monde. Is that true? D'accord. No, it's not true. Les gens ne prennent pas le temps de vérifier ça. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas vrai. Therefore, Mais ils se sont convaincus que ça l'est. you know, Donc, vous voyez, c'est une façon pour les promoteurs de combat de vendre ça.
Venez voir un combattant qui représente l'organisation terroriste numéro 1 dans le monde se faire botter le cul, en gros. Où en sommes-nous selon vous? Où allons-nous avec la guerre en Ukraine, Larry? Est-ce que c'est... Non. Eh bien, pour l'instant, ça ne mène nulle part. Les États-Unis ont des options militaires limitées. Ils peuvent tenter une nouvelle campagne de bombardement dans le détroit d'Ormuz. Ce serait inefficace. Cela entraînerait des attaques contre des bases que les États-Unis essayent de réoccuper, comme Al-Udeid et quelques camps, 2 ou 3 camps au Koweït. Et puis il y a le contournement de la loi, vous savez, le dernier discours selon lequel, face à toutes ces sanctions économiques, les États-Unis vont essayer d'écraser l'Iran. Et l'Iran répond en quelque sorte, « D'accord, nous avons des solutions de contournement avec la Russie et la Chine. » Mais l'Iran parle aussi de riposter contre l'Amérique. Comment ferait-il? L'option la plus logique et la plus difficile serait d'aller au-delà de la limite des 200 000 et d'essayer d'attaquer un navire de guerre américain pour le couler. Je ne pense pas que l'Iran irait jusque-là. Et si la pression économique, la pression financière ne marchait pas, est-ce que vous les voyez changer, vous savez, d'une manière ou d'une autre? Oui, je veux dire, ce dont le monde a besoin aujourd'hui, vous savez, comme dans la chanson de Dionne Warwick, c'est de l'amour, du tendre amour. On va juste changer les paroles. Ce dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est de pétrole acide. C'est la seule chose. C'est le défaut du moteur diesel. On réécrit toute la chanson. Donc le pétrole iranien va être crucial. Le fait de permettre à ce pétrole de revenir sur le marché sera un élément essentiel pour arrêter la hausse continue des prix du diesel et du carburant aérien. Parce que vous savez, c'est ce qui se passe en ce moment. Et c'est mondial. Un ami à moi ne cesse de m'envoyer des messages pour insister là-dessus. C'est un consultant en énergie là-bas, au Moyen-Orient. Il m'a dit, évite de parler de toutes ces conneries politiques et de ces luttes internes. Concentre-toi sur le diesel, sur les ressources économiques, sur les prix. Et la réaction de Scott Bessent aujourd'hui, avec laquelle il a ouvert l'émission, je l'ai trouvée très révélatrice. Il croyait sincèrement que le prix du pétrole allait commencer à baisser parce qu'ils avaient annoncé ce qu'ils allaient faire. C'est tout le contraire. On n'a pas l'impression qu'ils vont en tirer les leçons. Et ils pensaient que depuis le début de la guerre, ils essayaient de faire de leur mieux pour manipuler le marché. Et honnêtement, ils y sont parvenus. Donald Trump y est parvenu. D'une certaine manière, il manipulait le marché pendant la guerre. Vous vous en souvenez? Oh oui. Oh oui. Non, il faisait partie du programme Amis et Familles et il en tirait de l'argent. Maintenant, si nous entrons dans une crise financière massive, Trump est-il susceptible d'étendre la guerre, de relancer la guerre avec l'Iran? Encore une fois, ces options sont limitées. Il peut le faire pendant très très peu de temps. Puis ils n'ont plus d'armes. Et ils ne peuvent pas, c'est l'autre point essentiel, ils ne peuvent pas remplacer ces armes, parce que la Chine contrôle la chaîne d'approvisionnement. C'est incroyable ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine. Ça a commencé avec la guerre économique, les droits de douane contre la Chine. Et maintenant, il a besoin de tout venant de Chine, de la coopération de la Chine avec... Je veux dire, qui réfléchit vraiment à tout ça? Parce qu'on a l'impression que personne ne le fait.
On a besoin de la Chine, on a besoin de sa coopération, et pourtant Trump dit du mal d'elle, du mal de la Corée du Sud, et de ce petit dingue en Corée du Nord qui a des armes nucléaires. Vous savez, ça n'a tout simplement aucun sens. You know, it just doesn't make sense. This stuff. Vous ne pensez pas que sa dernière initiative et cette manière qu'il a ces derniers temps de s'enticher de Kim Jong-un en Corée du Nord sont liées à la coopération entre la Corée du Nord et la Russie? No, I mean, it's just, Et que se passe-t-il en Ukraine? Non, je veux dire, c'est simplement que, vous savez, Trump. Je pensais que Trump aurait peut-être réagi au fait que la Corée du Nord a désormais envoyé 50 000 soldats dans le Donbass. Et, vous savez, je comprends maintenant pourquoi ils le font. Ils anticipent pleinement qu'ils seront en guerre un jour à l'avenir, et ils veulent s'assurer d'avoir des soldats entraînés au combat réel, qui ont une véritable expérience du combat, juste pour qu'ils y goûtent. C'est une chose de s'entraîner sur un terrain d'exercice contrôlé. C'en est une toute autre d'être envoyé dans les tranchées de première ligne et de devoir se battre. Oui, Larry, je pense que l'un des... Aujourd'hui, j'ai parlé avec Richard Wolff et Michael Hodgson. Ils ont dit qu'avec cette nouvelle vague de sanctions dont ils parlent, le rôle du système SWIFT devient plus affirmé parce que l'un des principaux outils de l'administration Trump, c'est la manière dont elle peut manipuler le système SWIFT et faire pression sur l'Iran et la Russie. Vous pensez que cela va changer? Eh bien, ils ne peuvent pas faire pression sur la Russie et l'Iran par le biais du système SWIFT, parce qu'ils sont désormais en dehors du système SWIFT. Le CIFS, soit dit en passant, est le système destiné à remplacer cela, et je suppose que ça va. Eh bien, vous avez, je viens de voir le chiffre, plus de 100 pays qui ont adhéré à l'utilisation du CIPS. Donc ça se développe. Ils l'ont annoncé, il y a 2 ans. Enfin, en réalité, ils l'auraient mis en place vers 2015, mais ils l'ont vraiment annoncé et s'y sont engagés sérieusement il y a 2 ans. Et maintenant, ça devient mondial. Comme je l'ai dit, 100 pays ont adhéré à l'utilisation du système chinois. Les Chinois sont très intelligents, à mon avis, parce qu'ils fournissent tout, des prêts, et ils essaient de construire des infrastructures dans d'autres pays. Et finalement, avec les CIPS, ils vont les fournir à tout le monde. Puis ils disent, nous n'allons pas nous ingérer dans vos affaires intérieures. C'est l'une des choses les plus importantes de leur part. Ils sont très intelligents, d'ailleurs. Ils ne vont pas faire de changement de régime. Ils ne vont pas dire, vous savez, on ne vous aime pas. Vous devez changer de gouvernement. Ensuite, on vous donnera quelque chose. Cette époque est révolue. Mais Washington ne semble pas s'en rendre compte. Non, je veux dire Washington. Je l'ai décrit comme un insecte préhistorique, figé dans l'ambre. Washington pense encore qu'on est en 1990. Il pense encore que les États-Unis sont l'économie la plus puissante de la planète, que nous avons la monnaie la plus forte, qu'il faut s'incliner et se prosterner devant nous. Les États-Unis ne sont plus dans cette position. Ils ont perdu leur position de leader. Ils deviennent simplement l'un des pays and sit down. Merci beaucoup, Larry, d'être avec nous aujourd'hui. À demain, à 5 heures. Pas beaucoup de nouvelles, mais un petit peu. Oui, exactement. À demain, d'accord. À demain. Au revoir. Au revoir.